Excellente semaine à tous et à toutes. Voici les éléments essentiels de ce journal. Les activités du 11e sommet ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-Afrique du Sud se poursuivent jusqu'au 16 octobre 2018 à Kinshasa. À la Cité de l'Union africaine, les travaux d'experts de deux pays ont été marqués ce lundi 15 octobre par la conférence ministérielle qui a préparé les documents à soumettre à la sanction des présidents Joseph Kabila de la RDC et Cyril Ramaphosa de la République sud-africaine, arrivés dans la capitale congolaise en fin de journée de ce lundi 15 octobre. Et puis, la RDC promet des sanctions aux auteurs du refoulement violent des Congolais en Angola. Agé Matembo, vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, qui l'a dit, a rappelé que des milliers d'Angolais vivent paisiblement dans le Grand Katanga sans être inquiétés. Le vice-patron de la diplomatie congolaise n'a pas écarté la possibilité de recourir à la réciprocité. Enfin, cet événement malheureux arrivé à la presse congolaise, elle a perdu le deuxième vice-président national de l'UNPC, Solange Lusiku, éditrice et responsable du journal Le Souverain de Bukavu dans le Sud Kivu. Son corps a été rapatrié ce lundi 15 octobre très tôt dans la ville de Bukavu. La mort de Solange Lusiku a provoqué une immense émotion dans les milieux de la ville de Bukavu. Elle laisse un veuf et cet orphelin. Highlighted. Kinshasa abrite du 13 au 16 octobre 2018 les travaux du 11e sommet ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-Afrique du Sud. Les activités ont démarré samedi dernier à la Cité de l'Union africaine avec les travaux d'experts de deux pays en présence, notamment du directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, Jean-Pierre Kambila. La cérémonie d'ouverture, présidée par le secrétaire général congolais à l'intégration régionale, a été marquée par les discours de deux chefs de deux délégations d'experts qui s'y sont souhaités un bon travail. Il s'en est suivi la formation de 4 groupes de travail qui ont planché durant le week-end respectivement sur la politique et la bonne gouvernance, la défense et la sécurité, l'économie, les finances et les infrastructures, ainsi que le socio-culturel et affaires humanitaires. Ce lundi 15 octobre 2018, les activités ont été marquées par la conférence ministérielle qui a préparé les documents à soumettre ce mardi 16 octobre à la sanction des présidents Joseph Kabila de la RDC et Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud. Ce dernier est arrivé à Kinshasa ce lundi même en fin de journée. Pour rappel, le 10e sommet ordinaire de la Grande Commission mixte RDC-Afrique du Sud s'était tenu à Pretoria en juin 2017. À cette occasion, le président congolais avait fait, à l'intention de son homologue sud-africain Jacob Zuma, le point de l'évolution du processus électoral avant de le rassurer de l'engagement du gouvernement quant à la tenue des élections le 23 décembre 2018, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. Joseph Kabila avait également mis en relief le sens du dialogue qui est permanent en RDC et donc elle constitue un instrument de gouvernance. Dans le communiqué final qui avait sanctionné leur tête-à-tête, les présidents Kabila et Jacob Zuma s'étaient félicités du bon aboutissement des négociations politiques qui avaient débouché notamment sur la désignation d'un nouveau Premier ministre et la formation d'un gouvernement de large union nationale, ainsi que la consolidation de la démocratie pour baliser la voie vers la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes. Sur le volet du partenariat économique, l'accent avait été mis sur le projet énergétique de construction du barrage d'Inga 3, dont le contrat avait déjà été signé entre les deux pays. Joseph Kabila Kabange et Jacob Zuma avaient encouragé les institutions financières africaines à apporter leur concours à la mise en œuvre du projet du Grand Inga, dans l'ambition de fournir du courant électrique à toute l'Afrique. Inga 3 doit produire à terme 4800 MW, sur lequel 2500 MW sont dédiés à l'Afrique du Sud. Depuis la désignation d'Emmanuel Ramazani Shadari comme dauphin pour l'alternance au pouvoir en RDC, plusieurs associations se multiplient et se rangent de son côté. Ce, pour rendre effective son élection à la présidentielle du 23 décembre 2018. C'est dans cette optique que la coordination des associations de la majorité silencieuse CAMAS a fait sa sortie officielle le samedi 13 octobre 2018 à la Foire internationale de Kinshasa. Il ne s'agit pas d'un parti politique, mais plutôt de l'assemblage des associations dites silencieuses et peu connues soutenant l'élection du dauphin de Joseph Kabila. Plus de 200 associations adhérées à cette coordination ont pris part à cet événement.
Ainsi, la coordonnatrice nationale de Kamas, Zaria Ramazani, a à cette occasion présenté la vision de cette coordination en rapport avec l'élection d'Emmanuel Shadari. D'après elle, toutes les associations de la majorité silencieuse disent avoir confiance à l'élection de Shadari, estimant qu'il est mieux placé pour briser leur silence. Kamas lelo to sangani a. Tokozala kaka lelo te na Shadari. Mais pendant les élections et après les élections, pour l'année, pour essayer ba action na ye, biso ndeto sala yango. Tokota na musala na ye. Mena yango ezani aye ba biso. Yango wana to sali sortie officielle. Kamas Tolobi, ce n'est pas n'importe quelle association. Prenant à son tour la parole, le représentant d'Emmanuel Ramazani Shadari a déclaré que le secret de la victoire du dauphin de Joseph Kabila repose sur l'adhésion massive des associations au sein des Kamas. C'est que il y a victoire, il y a Ramazani Shadari, les ambitions, Kamas, Tozala et Pelé. En cette même occasion, les membres effectifs de Kamas ont été sensibilisés sur l'utilisation de la machine à voter par le directeur de la communication de la CENI, Jean-Baptiste Itipo. Par ailleurs, la coordonnatrice des Kamas a exhorté les différents membres des associations de procéder à la sensibilisation effective au sujet du choix des Ramazani Shadari pour le scrutin du 23 décembre 2018. Encore une réunion de l'opposition empêchée par les forces de l'ordre. Il s'agit de la rencontre prévue samedi 13 octobre 2018 à Lubumbashi entre le coordonnateur provincial de la plateforme Ensemble pour le changement, Gabriel Kyungu-Akumwanza, certains députés nationaux membres de l'opposition, dont F. Bazaïba, secrétaire général du MLC, Jacquemin Chabani de l'UDPS et Martin Fayoulou de la dynamique de l'opposition, ainsi que d'autres partisans. Cette rencontre qui avait pour cadre la résidence de Gabriel Kyungu visait à sensibiliser les Louchois contre l'usage de la machine à voter et l'actuel fichier électoral. Les opposants se sont dit surpris par un dispositif de la police déployé autour du lieu de la rencontre. Ce dernier s'est mis à disperser tout attroupement et à interdire toute entrée ou sortie de la dite résidence. L'opposition avait annoncé un meeting pour le 13 octobre à la Cité des Jeunes dans la commune de Kampemba. Meeting qui a été autorisé par le maire titulaire mardi 9 octobre, mais reporté par le maire adjoint pour raison de sécurité et d'harmonisation avec les organisateurs. Il ne compte pas baisser le bras. La délégation des opposants, dès son retour de Lubumbashi, a tenu un point de presse le dimanche 14 octobre, au cours duquel elle a annoncé sa détermination à sensibiliser la population katangaise pour un processus électoral crédible sans la machine à voter, d'où elles envisagent de réorganiser le meeting de Lubumbashi dans les prochains jours. Expulsion des Congolais de l'Angola, AG Matembo promet des sanctions contre les auteurs. Le vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC veut que les Angolais qui se sont livrés au refoulement des Congolais dans des conditions inhumaines répondent de leurs actes. AG Matembo a fait cette déclaration au cours d'une conférence de presse tenue vendredi 12 octobre à Lubumbashi. Il rappelle que des milliers d'Angolais vivent paisiblement dans les grands Katanga et que les Congolais vivant en Angola devraient bénéficier du même traitement. Les Congolais est un peuple hospitalier, mais quand vous touchez à ces fondamentaux, il sait se révéler intransigeant. Nous ne sommes pas encore là. Quand nous serons à Kinshasa, l'ambassadeur de l'Angola doit venir dans nos bureaux nous expliquer les pourquoi et les comment de ces actes. Et à ce titre, nous allons réserver une position du gouvernement, a indiqué AG Matembo. Le vice-patron de la diplomatie congolaise n'écarte pas la possibilité de recourir au principe de réciprocité. Nous avons aujourd'hui plus ou moins 20 000 Angolais réfugiés ici au Katanga. Si nous demandons au nom du principe de réciprocité que ces 20 000 Angolais qui vivent paisiblement ici au Katanga soient refoulés de la même manière, je crois que ça sera compliqué, a fait encore remarquer AG Matembo. Pour rappel, environ 180 000 Congolais ont été refoulés de l'Angola ces derniers jours d'une façon si inhumaine qu'il faut organiser un secours humanitaire à leur endroit.
À la tête d'une forte délégation du comité provincial de sécurité, le gouverneur de la province du Nord Kivu a effectué samedi 13 octobre une visite dans les territoires de Massissi, précisément dans la cité minière de Rubaya, cité qui a baigné dans les sangs le samedi 6 octobre dernier. Cette délégation, conduite par Julien Paluku, avait pour objectif de compatir avec la population endeuillée et de se rendre compte de vraies causes des tueries de Rubaya qui ont fait 14 morts et 13 blessés graves. Julien Paluku n'a pas manqué de s'adresser aux citoyens de Massissi. Il leur a demandé de vivre dans l'unité, de cultiver la paix et de ne pas faire recours à la justice populaire. Si vous arrêtez un bandit, n'usez pas de la justice populaire, car ces bandits nous servira pour dénicher ses commanditaires, mais si vous les tuez, vous rendez la tâche difficile à la justice, a conseillé le gouverneur du Nord Kivu. Il a ensuite annoncé que, dans les prochains jours, il s'ouvrira un procès à l'auditorat militaire pour les présumés bandits arrêtés et suspectés d'être responsable de meurtre de Lubaya. Il y a lieu de dire que la sécurité fait peau dure au Nord Kivu, à Beni, Walikale et Massissi, pour ne citer que ces territoires, sont devenus des terrains de combats fréquents pour le groupe armé. Les forces loyalistes sont appelées à renforcer leur efficacité pour réussir à éradiquer l'insécurité dans la province du Nord Kivu. La fièvre à virus Ebola reste une épidémie à haut risque dans le Nord Kivu, a dit le ministre de la Santé Oli Ilunga le samedi 23 octobre 2018 lors d'un point de presse organisé à Kinshasa. Selon le patron du secteur sanitaire congolais, la résistance de la population, surtout de la ville de Beni, est à la base de la deuxième vague de l'épidémie. Elle reste une épidémie à haut risque et aujourd'hui, ce qui nous préoccupe en fait, ça reste toujours les poches des résistances. Ce qui reste aussi à relever, c'est qu'à cause de la résistance de la population aux mesures de prévention, surtout à Beni, on assiste à une deuxième vague. Et cette deuxième vague, on n'en connaît pas encore l'ampleur, a déclaré le ministre de la Santé. Oli Ilunga Kalenga a cité les facteurs qui ont ralenti les avancées de la riposte de la ville, à savoir la résistance communautaire, l'insécurité, les journées villes mortes et les manques d'implication des tradis praticiens. Seule la poursuite des investigations nous permettra de déterminer l'ampleur réelle de cette deuxième vague des cas confirmés à Beni, a-t-il précisé. Signalons tout de même qu'il y a des avancées positives dont l'augmentation significative du nombre des alertes reçues et traitées par jour. Ceci indique un renforcement de la surveillance. Les défis aujourd'hui, c'est l'engagement de la communauté et l'implication de tous dans cette riposte pour bien collaborer à toutes les alertes, conclut le ministre de la Santé. Au 12 octobre 2018, au total 207 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 172 confirmés et 35 probables. Sur les 172 confirmés, 95 sont décédés et 54 guéris. Les autres sont hospitalisés dans les différents centres de traitement d'Ebola installés. La presse congolaise est en deuil depuis ce 13 octobre 2018. Elle a perdu l'une de braves journalistes du Sud Kivu. Solange Lusiku Siméré est décédée à Kinshasa de suite d'une maladie au centre hospitalier Monkolé à l'âge de 47 ans. Solange Lusiku a été la première femme du Sud Kivu à se lancer courageusement dans la presse écrite. De 2000 à 2014, elle a été présidente provinciale du comité sectionnaire de l'UNPC Sud Kivu. Grâce à son courage, elle rafle plusieurs prix et des distinctions au niveau international, notamment un doctorat honoris causa de l'université de Louvain en Belgique. Solange Lusiku Siméré fut jusqu'à sa mort deuxième vice-président national de l'Union nationale de la presse congolaise, l'unique organe qui régit les journalistes congolais, et éditrice responsable du journal Le Souverain de Bukavu. Elle laisse un époux et 7 enfants, dont 2 garçons et 5 filles. La dépouille de Solange Lusiku a été ramenée à Bukavu tôt ce lundi 15 octobre 2018. Que son âme repose en paix. Depuis le début de l'année 2018, la victoire sourit moins à l'équipe nationale de football de la RDC. Après la contre-performance face au Libéria à Moronvia, le samedi 13 octobre 2018, dans un stade de martyrs archi-comble, les Léopards de la RDC ont perdu face aux Warriors du Zimbabwe dans un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019 sur la marque d'un but
contre 2. Les Warriors du Zimbabwe parvenaient à développer facilement leur jeu, rester dans leur zone et attaquer à chaque opportunité. La possession de balle supérieure de Congolais s'est révélée stérile. À la 27e minute, les visiteurs ont ouvert le score après un cafouillage à la surface de réparation, après un coup franc accordé aux Warriors par l'arbitre. Au retour des vestiaires, Yannick Bolasie remplace Botaka, inexistant en première période. Le Congolais tente de revenir au score sans marquer et encaisse même un deuxième but à la 69e minute suite au défaut de marquage et à l'erreur du gardien Anthony Monsi. Il a fallu attendre le temps additionnel pour que les Léopards réduisent la marque par un but de Yannick Bolasie qui récompense les efforts déployés par l'attaque congolaise galvanisée par l'entrée de Meshak Elia et Jean-Marc Makusu. Suite à cette défaite, nombreux sont ceux qui pensent que l'attitude du sélectionneur principal Florent Ibenge est la cause de cette défaite. Il se raconte que Florent Ibenge et son staff ne se sont pas mis d'accord pour quel joueur responsabiliser pour l'animation offensive de l'équipe. Notez que la sélection RD congolaise se trouve à Harare au Zimbabwe depuis ce lundi matin où elle doit affronter en manche retour le Warriors du Zimbabwe le mardi 16 octobre 2018. Mesdames et messieurs, ce journal tient à sa fin, mais avant de nous séparer, voici le rappel de titre. Les activités du 11e sommet ordinaire de la Grande Commission mixte RDC Afrique du Sud se poursuivent jusqu'au 16 octobre 2018 à Kinshasa. À la Cité de l'Union africaine, les travaux d'experts de deux pays ont été marqués ce lundi 15 octobre par la conférence ministérielle qui a préparé les documents à soumettre à la sanction des présidents Joseph Kabila de la RDC et Cyril Ramaphosa de la République sud-africaine, arrivés dans la capitale congolaise en fin de journée de ce lundi 15 octobre. Et puis, la RDC promet des sanctions aux auteurs du refoulement violent des Congolais en Angola. A.G. Matembo, vice-ministre des Affaires étrangères de la RDC, qui l'a dit, a rappelé que des milliers d'Angolais vivent paisiblement dans le Grand Katanga sans être inquiétés. Le vice-patron de la diplomatie congolaise n'a pas écarté la possibilité de recourir à la réciprocité. Enfin, cet événement malheureux arrivé à la presse congolaise, elle a perdu le deuxième vice-président national de l'UNPC, Solange Lusikou, éditrice et responsable du journal Le Souverain de Bukavu dans le Sud Kivu. Son corps a été rapatrié ce lundi 15 octobre très tôt dans la ville de Bukavu. La mort de Solange Lusikou a provoqué une immense émotion dans les milieux de la ville de Bukavu. Elle laisse un veuf et cet orphelin. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs, bienvenue à la lecture de journaux parus en ligne ce lundi 15 octobre 2018. Sélectionné et résumé pour vous sur BSC Télévision. Ouvrons cette revue de presse avec Congo Victuel qui titre CENI candidat, concertation des dupes. En deux tentatives, le cadre de concertation CENI candidat président a loupé son décollage. À la base des questions sans rapport avec l'objet de ces rencontres, le motif est simple. Pour un tel cadre de concertation, devant aborder des sujets strictement techniques, le politicien qui n'y ont pas de place vise plutôt à porter le blocage à la centrale électorale même. Les humeurs semblent avoir pris les dessus sur la raison jusqu'au point où les aspirants à la magistrature suprême, du moins une frange d'entre eux, ont claqué la porte. Selon la version de ces derniers, les choses se seraient gâtées lorsque le président de la CENI a déclaré qu'il préférait travailler avec ceux qui sont intéressés à la partie technique des dossiers sur la machine à voter et les empreintes digitales. Les questions de départ incluaient aussi le volet juridique en ce qui concerne uniquement la machine à voter. Cheminant dans cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Controverse autour du projet de loi sur les télécoms, les impératifs sécuritaires sacrifiés ». Déjà adopté par l'Assemblée nationale, le projet de loi sur les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication se trouve présentement au Sénat pour une seconde lecture. Depuis plusieurs semaines, la commission en charge des infrastructures de la Chambre haute
aussi Yatel. Cependant, dans les traversées de l'hémicycle, il se rend compte que le texte examiné à la Chambre haute du Parlement serait totalement différent de celui présenté par le gouvernement. Toutefois, d'aucuns présentent qu'il est du devoir du gouvernement, auteur du projet de loi, d'éclairer la religion de l'opinion. Selon des sources, les textes mères contenaient plus de 300 articles. Par contre, celui en cours d'examen au Sénat n'en compterait que 180. Comme qui dirait, 120 articles ont été élagués du texte venu du gouvernement. Mais à quel niveau ce travail a-t-il été fait? D'ores et déjà, les observateurs pointent du doigt des opérateurs privés du secteur. En RD Congo, enfin, bouclons cette revue de presse avec le site okapi.net qui titre « Expulsion des Congolais, la RDC prévoit une riposte sans pareil ». La RDC accorde un délai de 2 mois à tous les pays dont leurs ressortissants ont trouvé refuge sur le sol congolais en vue de leur rapatrier, a annoncé vendredi 12 octobre à Lubumbashi le vice-ministre des Affaires étrangères Agé Matembo. La RDC accueille près de 250 000 réfugiés rwandais, 185 000 burundais, 600 000 centrafricains et près de 300 000 sud-soudanais. Elle dit constater que plusieurs États ne respectent pas l'accord d'Addis Abeba sur la paix et la sécurité, a déclaré Agé Matembo de retour de Kampala où il a assisté au sommet des chefs des États membres du CIRGL. Les expulsés font état de pillage, d'incendies de leurs maisons, de personnes blessées ou tuées par des forces de l'ordre et des civils angolais. Les déclarations du vice-ministre des Affaires étrangères interviennent dans un contexte marqué par de nouvelles vagues d'expulsion de Congolais d'Angola. Environ 180 000 Congolais ont été refoulés de l'Angola ces derniers jours dans des conditions inhumaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention soutenue et bonne suite de programmes sur nos antennes.